les systèmes politiques maghrébins, pendant quelque temps, on disait simplement qu'ils étaient autoritaires et on ne parlait absolument pas des sociétés civiles. C'est le printemps arabe qui a remis à l'ordre du jour le Maghreb et les systèmes politiques maghrébins. Il y a une attention beaucoup plus importante aujourd'hui sur les systèmes politiques du Maghreb, du monde arabe plus largement. Alors, le Maghreb, si on prend les 4 pays constitutifs du Maghreb, c'est-à-dire le Maghreb central, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui constituent le bloc de pays qui ont été colonisés par la France et qu'on appelle plus communément le Maghreb central, auquel on ajoute la Libye, ont été donc indépendants, ont connu leur indépendance dans les années 50, un peu plus tôt pour la Libye, qui a un système un peu particulier, et 56 pour la Tunisie et le Maroc, et 62 pour l'Algérie au terme d'une guerre très meurtrière. À partir de là, on va voir s'installer des régimes politiques assez différents, donc qui se disent socialistes pour la Tunisie et l'Algérie, avec un socialisme très différent, qui va se tourner vers l'Occident pour la Tunisie de Bourguiba, et vers le bloc soviétique et l'URSS pour l'Algérie. Le Maroc a un système un peu particulier, puisque c'est une monarchie qui date du XVIIe siècle, avec une dynastie, à sa tête la dynastie alaouite, et qui a un système aussi particulier d'une monarchie, avec un système de gouvernement quelque peu opaque, qu'on appelle en France le Marzen, parce qu'on n'arrive pas à définir exactement les contours de cette politique, mais de manière générale, je crois que tout le monde s'accorde à dire que le roi a la totalité du pouvoir entre ses mains. Ces régimes vont évoluer avec 2 partis uniques pour l'Algérie et la Tunisie, et dans les années 80, de timides ouvertures, une tentative de mettre en place un pluralisme pour l'Algérie, pour la Tunisie, pardon, pour l'Algérie ça se fera beaucoup plus tard, avec des réformes qu'on essaye de mettre en place, mais globalement c'est l'armée qui détient le pouvoir en Algérie, avec un chef de l'État qu'elle fait élire et qui est issu de l'armée la plupart du temps, même si Bouteflika n'est pas lui-même issu de l'armée, il arrive au pouvoir en 1999. Donc les régimes se succèdent, mais les 3 régimes sont marqués par l'autoritarisme, auquel on peut ajouter bien sûr le régime du colonel Kadhafi, qui, malgré une démocratie directe qui viendrait du peuple, comme l'indiquent les textes, on est dans des régimes autoritaires. On est dans des régimes autoritaires où la société n'existe pas. Elle n'existe pas, et si vous voulez, cet état de fait a été pris en compte et sans grande contestation par les partenaires étrangers, qu'ils soient occidentaux ou non occidentaux, et également un petit peu par les chercheurs qui ont beaucoup négligé les sociétés dans leurs travaux et qui ont mis l'accent, si vous voulez, sur l'État, qui ont mis l'accent sur l'État, les institutions et l'évolution des systèmes. Et par là, si vous voulez, l'évolution des systèmes ne pouvait se faire que à partir de l'intérieur de ses propres systèmes et de ses propres régimes. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une évolution, mais qui viendrait de l'intérieur des élites politiques. Alors pour la Tunisie, on a imaginé effectivement quelqu'un de proche de Ben Ali qui viendrait mettre en place un autre système avec quelques ouvertures et quelques libertés données aux citoyens. Au niveau de l'Algérie, bon, on sait qu'il y a eu une guerre civile qui a fait de très nombreux morts, plus de 100 000 morts dans les années 90, mais le pouvoir a gagné contre les islamistes, c'est-à-dire c'est la victoire des généraux et un exécutif à 3 têtes avec l'armée, la présidence de la République et le service des renseignements, le DRS. Au Maroc, le système est un petit peu particulier parce qu'il y a un pluralisme dès le début,
Mais le pluralisme n'est pas censé révéler une démocratie. Contrairement à ce qui se dit très souvent, le pluralisme a été mis en place parce qu'il y avait un parti dominant qui concurrençait la monarchie, le parti de l'Istiqlal, avec à sa tête Ali El-Alfasi, qui est à la fois un halm et un savant, un homme autoritaire très reconnu dans son autorité religieuse et politique, et si vous voulez, doublé d'un homme politique. Donc ce parti avait quelque peu concurrencé la monarchie, et pour le réduire à son rôle de parti politique, la monarchie a mis en place un pluripartisme dès le début, dès le lendemain de l'indépendance. Mais en 1965, le roi Hassan II dissout l'Assemblée et règne pendant 5 ans par décret. C'est un régime autoritaire où l'opposition n'a absolument aucun mot à dire, avec des années de plomb que l'on connaît pour leur atrocité au niveau de la gestion des droits de l'homme. Mais dans les années 90, le roi, se voyant vieillir, a voulu mettre en place une ouverture qu'il a appelée l'alternance, et par cette alternance, on va voir revenir dans le giron du pouvoir des formations politiques qui avaient été marginalisées, comme l'USFP, les forces socialistes marocaines, et on va voir aussi émerger à la faveur de cette ouverture un parti islamiste, le parti de la justice et du développement. Dans la réalité, les réformes vont se poursuivre sous son fils, où il va revenir sur le code de statut personnel, le code de la famille, et il va donner plus de droits aux femmes à partir de 2004, alors que l'ancien code de la famille daté de 1957 avait beaucoup vieilli et n'avait plus réellement de lien avec ce que les Marocaines vivaient. Il met en place aussi une instance équité et réconciliation qui va permettre aux gens de parler de ces années de plomb, même s'il n'est pas question de vérité, qu'il n'est pas question de justice, et que c'est un peu une politique de pardon qui se fait sans bourreau, mais malgré tout, les gens peuvent parler. Donc il y a une ouverture. Cette ouverture que l'on constate, aussi relative soit-elle au Maroc, on ne la voit pas en Algérie et on ne la constate pas du tout en Tunisie. Ce sont des régimes fermés. Ce sont des régimes fermés et il va y avoir des manifestations de protestation très régulièrement en Algérie et assez régulièrement en Tunisie. Jusqu'en 2008 où on voit le bassin minier de Gafsa s'embraser pour des passe-droits, pour une répartition, si vous voulez, du travail qui est mal réparti. Et aussi, on voit bien qu'il y a des régions qui sont enclavées, qui n'ont pas bénéficié du développement, et que cette image, finalement, la carte postale tunisienne, avec une croissance à 2 chiffres, on a beaucoup parlé du dragon du Maghreb ou du monde arabe, c'est en fait des politiques de communication, parce que ces chiffres de la croissance sont calculés en fonction et à partir de chiffres donnés par les pouvoirs. Donc il y a un enfumage qui se fait sur la liberté de la femme, sur le tourisme, sur le littoral, et on oublie finalement l'intérieur du pays, on oublie la réalité. Et c'est la crise économique de 2008 qui va porter un coup fatal au régime de Ben Ali et qui va révéler justement la différence qu'il y a entre l'intérieur du pays et le littoral, qui va révéler l'autoritarisme du régime, qui va révéler le chômage et le taux de chômage extrêmement élevé surtout auprès des jeunes, ces jeunes qui ont été choyés sous Bourguiba parce que on leur avait promis du travail. Et à cette époque, quand on faisait des études, par la méritocratie, on arrivait à avoir du travail. Donc les temps ont beaucoup changé
Et ces régions de l'intérieur qui autrefois avaient été agricoles, puis industrialisées, avec des industries légères et de textiles, ont été concurrencées par l'Asie et frappées de plein fouet par la crise de 2008. Alors, de ces régimes politiques, en 2011, il ne va plus être question d'ouverture, de réforme à partir des systèmes. Il va être question de grands changements, de changements radicaux qui tournent le dos au passé et qui va justement mettre en accusation également ces puissances occidentales qui avaient été des partenaires parfaits de ces régimes, qui leur avaient porté main forte et qui avaient effectivement tressé des lauriers à ces régimes parce qu'ils étaient en capacité de garder les immigrés potentiels et parce qu'ils avaient de très bons liens avec les pays occidentaux, notamment sur les notions de sécurité. Donc on va voir effectivement une remise en question des réformes possibles de ces régimes, on va en voir aussi les limites. Tout cela va culpabiliser les pays occidentaux essentiellement et on va voir naître de nouveaux schémas et de nouveaux liens entre les pouvoirs en place et les sociétés.